Passons maintenant au chapitre 12. Donc là, le narrateur va poursuivre son activité. Donc il a commencé au niveau du chapitre 11. Ça veut dire qu'il va continuer la lecture et la découverte des lettres et des noms écrites sur le mur de son cachot. Donc, comme on a déjà vu vers la fin du chapitre 11, l'image de l'échafaud a arrêté le narrateur. Donc, elle était effrayée. D'accord? Donc, maintenant, elle va continuer. Donc, elle va faire suite à ce qu'il a déjà commencé. Je suis revenu m'asseoir précipitamment sur ma paille. Donc, on a déjà mentionné que le narrateur dort et se repose sur la paille. La tête dans les genoux. Donc, déjà, cette position, le fait de s'asseoir et de mettre la tête entre les genoux, donc, montre la peur. Donc, c'est une position de peur, d'effroi. D'accord? Donc, puis, mon effroi d'enfant s'est dissipé. Donc, mon effroi d'enfant, ma peur d'enfant s'est disparue. D'accord? Petit à petit. Donc, là, le narrateur a comparé sa peur avec la peur d'un enfant. Donc, c'est une métaphore. Et une étrange curiosité m'a repris de continuer la lecture de mon mur. Donc, une étrange curiosité, ça veut dire un désir insistant m'a repris de continuer la lecture de mon mur, le fdol, la curiosité. À côté du nom de Papavoine, donc on a déjà vu le nom Papavoine avec la lettre P majuscule, brodée, enjolivée. Donc j'ai arraché une énorme toile d'araignée, toute épaisse par la poussière. Donc elle a arraché une étoile. Donc énorme, déjà lorsqu'on utilise toujours le terme énorme, on exagère. Donc c'est une hyperbole. Donc d'énormes toiles d'araignée, tout épaisse par la poussière étendue à l'angle de la muraille. Cette toile, sous cette toile, donc sous cette toile d'araignée, il y avait donc il y avait 4 ou 5 noms parfaitement lisibles. Donc des noms clairs, des noms lisibles, des noms qu'on peut lire facilement. D'accord? Parmi d'autres dont il ne reste rien qu'une tache sur le mur. Donc, il a trouvé 5 noms clairs parmi plein d'autres noms qui sont déjà effacés. Donc, il ne reste qu'une tache sur le mur. Detain, 1815, Poulain, 1818, Jean-Martin, 1821, Castin, 1823. Donc, ce sont les noms des criminels qui ont précédé le narrateur dans ce cachot, les hôtes de ce cachot. D'accord? Donc, si vous remarquez là, donc les intervalles de temps entre, donc on a là le nom avec l'année d'emprisonnement, d'accord? Ou bien l'année d'exécution de ce criminel. Donc, si vous remarquez là l'intervalle du temps entre chaque année, donc on trouve une courte période entre chaque criminel, entre un criminel et l'autre. Donc 1815, 1818, 1821, 1829. Donc cela montre que donc dans ce siècle, donc le 19e siècle, a connu plein d'exécutions. D'accord? J'ai lu ces noms et de lugubres souvenirs me sont venus. Donc avec la lecture de ces noms, le narrateur sait ou bien se souvient de sombres souvenirs, donc de souvenirs noirs. D'accord? Donc, parce que chaque criminel avait son histoire. Donc, maintenant, le narrateur va nous évoquer la raison d'exécution de chaque criminel. Dotin, celui qui a coupé son frère en quartier. Donc, Dotin, c'est un criminel qui a tué son frère. Donc, on dit un fratricide. Celui qui tue son frère, on l'appelle un fratricide. Donc, elle a non seulement tué son frère, mais elle l'avait coupé en morceaux, en quartier, et qui allait la nuit dans Paris jetant la tête. Donc, elle a jeté la tête ça et le tronc là. Donc, elle a jeté la tête dans une fontaine
nafora, et le tronc dans un égout, donc les canaux les égouts. Paulin, celui qui a assassiné sa femme. Donc, Paulin, c'est un criminel qui a tué sa femme. Jean-Martin, celui qui a tiré un coup de pistolet à son père. Donc, Jean-Martin, c'est un parricide. Donc, on dit le parricide à celui qui tue son père. Donc, au moment où le vieillard ouvrait une fenêtre, donc, elle a tiré un coup de pistolet à son père au moment où ce vieillard, donc ça veut dire le père, ouvrait la fenêtre. Castin, ce médecin, donc c'était un médecin qui a empoisonné, donc il a tué son ami par le poison, d'accord? Donc il a empoisonné son ami, donc sans que ce dernier être au courant, et qui le soignant dans sa dernière maladie qu'il lui avait faite, donc c'est lui qui l'avait empoisonné et c'est lui qui a commencé à le guérir. D'accord? Donc, au lieu de remède, lui redonner du poison. Donc, au lieu de lui donner des médicaments ou bien des remèdes, et lui redonner du poison. Et auprès de cela, Papavoine, l'horrible fou qui tuait les enfants à coups de couteau sur la tête. Donc, on a déjà évoqué le nom Papavoine dans le chapitre 11. Donc, c'est un criminel qui tue les enfants à coups de couteau sur la tête. Voilà, me dis-je, et un frisson de fièvre me montait dans les reins. Donc, en se rappelant de ces criminels et de leurs crimes, le condamné a commencé à frissonner. D'accord? Donc, normalement, un frissonnement, normalement, elle est due ou bien elle résulte le froid. D'accord? Et non pas la fièvre. Donc, on frissonne du froid et non pas du fièvre. Donc, c'est une antithèse. Donc, un frisson de fièvre me montait dans les reins. Voilà qu'ils en avaient avant moi, les hôtes de cette cellule. Donc, pourquoi le narrateur avait peur? Pourquoi il frissonne? Parce que dans la même cellule, dans la même dalle, des criminels pires que lui l'avaient précédé dans cette cellule. C'est ici, sur la même dalle, où... Donc, voilà, c'est ici, sur la même dalle, où je suis. Donc, c'est le même cachot sur la même dalle que je suis, où je suis, qu'ils ont pensé leur dernière pensée, donc ils ont fait leur dernière réflexion dans le même endroit où je suis. Ces hommes de meurtre et de sang, c'est autour de ce mur, dans ce carré étroit, que leurs derniers pas ont tourné, comme ceux d'une bête fauve. Donc là, le narrateur compare les pas de ces criminels avec les pas d'une bête fauve. Ils se sont succédés à de courts intervalles. Il paraît que ce cachot ne désemplait pas. Donc là, elle rappelle l'intervalle de temps qui sépare un criminel avec l'autre. Donc la conclusion faite par le narrateur, c'est que ce cachot ne désemplit pas. Il ne se vide pas. D'accord? Il est toujours rempli. Ils ont laissé la place chaude et c'est à moi qu'ils l'ont laissé. Donc, ils ont laissé la place à notre condamné, au personnage principal. J'irai à mon tour les rejoindre au cimetière de Clamart où l'herbe pousse si bien. Donc, la cimetière de Clamart, c'est la cimetière de destination des condamnés à mort. Je ne suis ni visionnaire ni superstitieux. Il est probable que ces idées me donnaient un accès de fièvre. Donc, normalement, le fait de se rappeler de ces crimes et de ces idées, donc c'est quelque chose qui favorise la fièvre, qui favorise la peur, le frissonnement. Donc, mais pendant que je rêvais ainsi, donc le narrateur a entré dans un état de rêve, d'hallucination, d'accord? Donc, il a entré dans une léthargie, d'accord? Il m'a semblé tout à coup que ces noms fatals. Donc, nom fatal, c'est une hyperbole. On n'a pas des noms fatals, des noms qui tuent. Était écrit avec du feu sur le mur noir. Donc, le narrateur a commencé à voir des choses extraordinaires, des choses qui n'existent pas. Donc, sur le mur noir,
Un tintement de plus en plus précipité a éclaté dans mes oreilles. Donc, sa tête a commencé à lui faire mal, d'accord? Donc, un tintement, un bruit a commencé à éclater dans ses oreilles. Donc, lorsqu'on utilise éclater, donc c'est une exagération, c'est une hyperbole. Une lueur rousse a rempli mes yeux. Donc, une lueur, ça veut dire une lumière rouge. Donc, une lumière rouge a rempli mes yeux. Donc, encore une hyperbole, une exagération. Et puis, il m'a paru que le cachot était plein d'hommes. Donc, elle a imaginé quoi? Que le cachot était plein d'hommes. Donc, il parle de quel homme? Des criminels. Donc, de Dotin, Paulin, Papavoine. Donc, les criminels qu'il a déjà cités. Donc, étranges et portaient leur tête dans leur main gauche et la portaient par la bouche parce il n'y avait pas de chevelure. Tu me montrais le point, excepté le parricide. Donc là, ces hommes-là portaient leur tête dans leur main gauche, d'accord? Et la portaient par la bouche. Donc, parce qu'il n'y avait pas de chevelure. Donc pourquoi ces criminels n'avaient pas de chevelure dans le rêve du narrateur? Parce que déjà, avant d'exécuter un criminel, on lui rase les cheveux, d'accord? Donc, c'est pour cette raison, elle a dit qu'il n'avait pas de chevelure. Tu me montrais le point, donc tous ces criminels ont montré le point au narrateur, donc il imagine, il rêve, excepté le parricide, donc excepté, donc à l'exception de celui qui a tué son père. J'ai fermé les yeux avec horreur, alors j'ai tout vu plus distinctement. Donc là, on a une antithèse. Pourquoi? Donc, on a deux affirmations opposées. J'ai fermé les yeux. Lorsqu'on ferme les yeux, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le vide, on voit que le noir. Donc là, il a dit, j'ai fermé les yeux avec horreur, alors j'ai tout vu plus distinctement. Donc, j'ai vu les choses avec distinction. Donc, c'est une opposition, c'est une contradiction. Donc, on dit qu'on a une antithèse. Rêve, vision ou réalité, je serais devenu fou si une impression brusque ne m'eût réveillé. Attends, donc c'est une gradation, rêve. Donc là, le narrateur essaie d'expliquer l'état où elle est. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un rêve ou d'une vision ou d'une réalité? Donc, on change le degré de description. Donc, c'est une gradation. Je serais devenu fou si une impression brusque ne me réveillait à temps. Donc, une impression, quelque chose a été la raison pour réveiller le narrateur. Donc, quelque chose a réveillé le narrateur. Laquelle? J'étais près de tomber à la renverse lorsque j'ai senti se traîner sur mon pied nu. Donc, les pieds nus. Donc, ses pieds, donc les pieds du narrateur étaient nus. Donc, et elle a senti quelque chose marche sur ses pieds nus. Donc, à savoir quoi? Donc, l'araignée qu'elle avait déjà dérangée. D'accord? Donc, j'étais près de tomber à la renverse. Donc, cette chose l'avait fait peur. J'étais près de tomber à la renverse lorsque j'ai senti se traîner sur mon pied nu un ventre froid et des pattes velues. C'était l'araignée que j'avais dérangée et qui s'enfuyait. Cela m'a dépossédé. Oh, les épouvantables spectres. Donc, les épouvantables spectres, c'est une hyperbole. Donc là, elle parle des spectres des criminels. D'accord? Non, c'était une fumée, une imagination de mon cerveau vide et convulsif. Donc là, le narrateur essaye d'expliquer l'état où elle est. Donc l'hallucination, donc son hallucination, son rêve ou bien réalité. Donc il n'arrive pas à expliquer ça. Donc les morts sont morts. Ceux-là surtout, et sont bien cadenassés dans la sépulcre. Donc elle essaye de se convaincre que ce n'est qu'un rêve parce que ces gens-là, ils sont déjà morts. Ils ne peuvent pas revenir au cachot. Donc, ce n'est pas là une prison dont on s'évade. Comment se fait-il donc que j'ai eu
peur ainsi. Donc là, il essaie d'expliquer sa peur, d'accord? D'expliquer son effroi. Donc comment elle a pu avoir peur comme ça au moment où il sait très bien que ces criminels, ils sont déjà morts. Donc ils ont été exécutés, donc ils sont morts. Il est impossible qu'ils reviennent. D'accord? Donc ce n'est pas là une prison dont on s'évade. Donc هذا ماشي سجن اللي كنقدروا نهربوا منه, mais une prison dont la fin c'est la mort certainement. Donc c'est certainement la mort à la fin de cette prison, donc à la fin de la condamnation à mort. Comment se fait-il donc que j'ai eu peur ainsi? La porte du tombeau ne s'ouvre pas en dedans. Donc là, elle fait allusion au tombeau de ces criminels. Donc le tombeau, leurs tombeaux ne peuvent pas s'ouvrir. D'accord? Donc la porte du tombeau ne s'ouvre pas en dedans. Donc c'est la fin de ce chapitre et par la suite des séries de chapitres 9, 10, 11 et 12.